Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Clément, alias Sax, qui est donc hacker éthique. C'est vraiment un métier absolument magique et qui va nous permettre d'ouvrir les coulisses un peu de toute la cybersécurité qui finalement regroupe une palette de métiers absolument incroyable. La cybersécurité aujourd'hui, c'est un secteur absolument fondamental parce qu'on rentre dans un monde qui est de plus en plus technologique, qui du coup seront des métiers qui seront forcément très demandés et pourtant peu occupés encore aujourd'hui, donc avec beaucoup de demandes et un secteur d'activité qui est finalement assez pas mal en tension en fait pour tout ce qui est recrutement. Alors comme je vous l'avais dit, cet épisode en fait, je vais le scinder en 2 parties parce que j'avais vraiment envie de prendre le temps de pouvoir découvrir ce métier dans le détail, découvrir aussi le parcours de Clément. Donc on va le faire en 2 parties, puis je voulais intégrer aussi des questions, comme je vous l'avais aussi expliqué, des questions d'un adolescent, Ange, qui tient le podcast Teens. Pourquoi ? Parce que moi je trouvais que c'était super intéressant de pouvoir avoir un autre regard, celui d'une plus jeune génération, sur le métier en question, mais plus globalement la vision qu'ils peuvent avoir du travail, de comprendre un peu quels étaient les critères qui pouvaient les intéresser dans la découverte d'un métier. Donc dans la première partie, on va surtout parler tous les deux avec Clément de son parcours. On va un peu décrire justement le secteur de la cybersécurité et de la cybercriminalité en miroir forcément. On va rentrer un petit peu en détail dans son métier. Et puis dans la seconde partie, effectivement, on posera des questions un peu plus personnelles parce que forcément un métier comme celui-ci a des implications dans la vie de Clément au quotidien. Et puis c'est aussi le moment où on découvrira quelques questions un peu sympathiques de Ange pour avoir ce double regard. Je vous souhaite une super bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, un petit 5 étoiles plein les yeux. Le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Salut Clément. Salut Julie. J'allais dire salut Clément, ou Sax, ou Delphine, ou Germain, je ne sais plus. Écoute, je vais t'appeler Clément si ça te convient. Je plaisante bien sûr, mais je suis pas si loin de la vérité parce que j'ai vu une vidéo sur le sujet et ça m'a bien fait rire. Mais bon, on aura l'occasion de reparler de tout ça après. Clément, tu exerces un métier de dingue qui me fascine totalement puisque tu es hacker. Alors, tu dis hacker éthique. Là aussi, on va pouvoir en parler juste après. Alors, sache que j'ai juste 10 pages de questions à te poser. Donc, prends un grand verre d'eau parce que ça va être long. Et c'est parti alors. Et ouais, j'ai vraiment hâte que tu nous parles de ton métier, que tu nous ouvres l'esprit sur notre abyssale, je crois, inconscience et naïveté quant à notre sécurité informatique au quotidien. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu présentes le petit Clément. Quel parcours tu as eu rapidement et quel métier tu voulais faire quand tu étais petit et surtout comment tu es tombé dans le hacking. Alors c'est, je pense, un peu vraiment la question la plus difficile de toutes les questions à chaque fois quand on se demande à une personne de se présenter parce qu'on ne sait jamais comment se présenter, quoi dire ou pas, mais je vais tenter vraiment de me confronter encore à l'exercice. Donc je m'appelle Clément Domingo. Beaucoup de personnes me connaissent un peu sous le pseudo de Sax, qui veut dire quelque chose, mais que je dis seulement dans certaines conventions et à partir de certaines heures. Et je fais de la cybersécurité ou encore, voilà, un peu, on va dire, pour le commun des mortels, hacker éthique. Voilà. Ok. Ouais, bon, ça faisait partie de mes questions. Pourquoi Sax ? Du coup, je vais pas te la poser puisqu'il est 14h. Voilà. Ok, tant pis. Ok, et donc, tu as fait quelles études ? Tu vois, quel métier tu voulais faire quand tu étais petit ? Et quand j'étais tout petit, je voulais être pilote d'avion. Ok. Ouais, je voulais être pilote et donc sachant quand même que pour faire un peu pilote et peut-être un tout petit peu du hacking, je pense qu'il faut un peu suivre la même voie entre guillemets, même s'il n'y a pas de voie qui soit prédestinée, en tout cas aimer les maths, aimer vraiment tout ce qui est assez scientifique. Donc sur ça, on était plutôt bien. Et en fait, dans le hacking, je suis tombé mais totalement par le plus grand des hasards. Même si j'ai fait à la base des études scientifiques, un BTS aussi avec de l'informatique de gestion à l'époque, mais rien à voir avec comment on apprend le hacking. En tout cas, tu vois ça, tout ce que je sais aujourd'hui,
tout ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai absolument pas appris à l'école. Et alors justement, comment t'es tombé dans le hacking? À quel moment t'as découvert ça et à quel moment tu t'es dit waouh, canon, mais c'est ça que je veux faire? Quand j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo et je me suis rendu compte que j'y passais un peu trop de temps et que je pouvais réduire ce temps-là en hackant entre guillemets le jeu. Et donc pour le hacker, il fallait un peu apprendre à coder. Coder, ça veut dire concrètement envoyer des instructions, des lignes de commande à l'ordinateur, au processeur pour qu'il puisse les comprendre et qu'il puisse un peu traduire ce que tu as dans ta tête. Ouais, et du coup, le faire quoi. Que ce soit pas toi qui le fasse, mais que ce soit l'ordinateur qui le fasse. Et donc ça, pour le faire, il y a ce qu'on appelle des langages de programmation. Et j'ai commencé à l'époque à me documenter rapidement sur comment je pouvais le faire de manière la plus simple, parce que il faut non plus pas oublier que l'informatique, à la base, c'est là pour nous simplifier la vie. Donc, faut pas non plus qu'on se la complexifie. Et donc voilà, j'ai trouvé un langage de programmation qui pouvait faire vraiment un entre-deux. C'est comme ça que je suis tombé sur ce qu'on appelle le Python, qui est un des langages de programmation les plus connus, en tout cas quand on fait du hacking entre autres, qui permet vraiment de faire pas mal de choses. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Python. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur un peu l'ancêtre aujourd'hui de Messenger, de WhatsApp, de Telegram, de Signal. C'était vraiment ce qu'on appelle les canaux IRC, donc Internet Relay Channel. Tu sais, c'est vraiment des salons de discussion où tu as des personnes par écran interposé avec vraiment un écran noir, des écritures blanches, voilà, où tu discutes avec des personnes que tu ne connais pas du tout. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé un tout petit peu dans ce monde. Et ça, par contre, jamais je ne le dirai assez. Je pense que je suis vraiment tombé sur des personnes qui étaient à la fois vertueuses, à la fois saines, et surtout qui avaient ce fameux mot-là, aujourd'hui, voilà, que j'essaie un peu d'accoler à hacker, donc éthique, en fait, qui avait vraiment une vraie éthique, quoi. Du coup, qui ont commencé en fait, à me dire, bon, si tu veux apprendre telle ou telle chose, si tu veux vraiment progresser, si tu veux devenir bon, faut peut-être que tu commences à regarder ça, 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 et surtout, en fait, le faire à bon escient, quoi. Et je suis sûr et certain que à l'époque, si j'étais tombé, voilà, tu vois, sur des personnes qui avaient de très bonnes compétences, mais qui n'étaient pas forcément vertueuses, qui faisaient un peu des trucs illégales, aujourd'hui, je pense qu'on serait pas là juste en train de discuter. Si, en fait, on aurait pu le faire, mais Ou tu serais, comme ça, ou alors si tu serais obligé de me tuer après, quoi. Donc ce serait dommage, quoi. J'ai pas trop envie, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors ça, attends, quand t'as découvert ça avec les jeux, t'avais quel âge? J'étais en seconde année de BTS, quoi. Donc je dois avoir 20 ans, je pense, ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et alors après, est-ce que du coup ça a influencé des reprises d'études ou non et t'as continué sur ton parcours d'études et t'as appris un petit peu en autodidacte? Bizarrement, absolument pas. Donc j'ai vraiment été mais un pur et dur autodidacte. Et surtout, ce qui a été assez intéressant de voir, c'est que dans cette nouvelle communauté-là que je découvrais, ce nouveau monde-là que je découvrais, il y avait en fait d'autres personnes qui étaient, elles, totalement aussi autodidactes. Et c'est comme ça, il y avait vraiment cette vraie forme d'émulation-là. Et donc, par exemple, pour te donner un exemple, quand je descendais soit des cours, je commençais à passer 1 heure à lire des choses sur ces forums-là, puis 2 heures, puis de 2 heures, ça passait à 3 heures, jusqu'à passer tout le week-end, jusqu'à passer en fait tout le week-end à ne dormir que 4 heures ou 5 heures, à apprendre, à tester de nouvelles choses, et chemin faisant comme ça pendant 2-3 ans jusqu'à accumuler un maximum d'informations et de choses. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, en fait c'est mon métier? C'est plus une passion, c'est plus pour faire pour hacker les jeux vidéo, mais je vais en faire mon métier, quoi. Écoute, ça s'est fait de manière très naturelle, et on va dire un peu le petit déclic, ça s'est fait lorsque j'ai commencé mon alternance. D'ailleurs aussi vraiment à l'époque, c'était vraiment les premières prémices de l'alternance ici en France. Et ce qui est drôle, c'est que j'habite du coup dans le Finistère, chez mes parents à Concarneau, et donc j'allais trouver, en tout cas il y avait un poste pour une alternance qui était ici à Rennes, maintenant dans la ville dans laquelle je suis, qui est vraiment devenue ma ville de cœur. Et donc je suis parti, et maître mot de l'histoire, on était 5, donc voilà, je finis par être du coup choisi sur les 5. Et en fait, chemin faisant, mon maître d'apprentissage, petit à petit, Vincent, en fait, découvre, voilà, que je faisais ces autres choses un peu le week-end, voilà, que je passais un peu mon temps soit faire des compétitions de cybersécurité, donc des CTF. D'ailleurs, ça on pourra reparler tout à l'heure, Oui. parce que ça m'a aussi énormément structuré, mais vraiment fait des choses de malade, jusqu'à tout dernièrement encore en Afrique, là où je suis allé organiser ça là-bas. Et en fait, petit à petit, voilà, quand je revenais un peu le lundi, je disais bon, en effet, j'ai fait ça, on s'est classé
10e, on s'est classé 15e sur 500 équipes, et petit à petit, en fait, on montait, et puis il a vu ça. Et en parallèle, il a commencé à me confier 2-3 petits projets autour de la sécurité, vu que je travaillais en fait sur un projet autour des transports au niveau du département de l'Ille-et-Vilaine, donc du 35. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que la sécurité a commencé à rentrer. Et en fin vraiment de mon alternance, bah, je passais tout mon temps à faire de la sécurité, alors qu'à la base, bah, sur le contrat, c'était pas du tout prévu, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé à switcher, et puis après, ça s'est enchaîné avec d'autres boîtes jusqu'à voilà. C'était vraiment l'exemple de cette passion qui est devenue finalement un métier. C'était un loisir à la base, une passion, et puis ensuite un métier, quoi. C'est exactement ça, quoi. Et exactement. aujourd'hui, il existe, avant de parler vraiment concrètement du métier, je voudrais juste terminer sur les études. Il existe des études pour être hacker ou pas? Il y a des formations? Aujourd'hui, il en existe énormément, surtout en France et surtout en Bretagne. D'ailleurs, la Bretagne, sans faire vraiment de publicité ou être chauvin, qui est vraiment devenu une terre d'excellence de la cybersécurité. Il y a le pôle d'excellence cyber, il y a la Cyber School, il y a énormément, le commandement cyber aussi, donc le fameux com cyber, il y a la réserve opérationnelle, il y a énormément d'entités, aussi bien des industriels qui viennent s'installer en Bretagne, parce qu'en Bretagne, tu as vraiment un écosystème qui est assez fou, des startups, des PME qui sont très 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 innovantes dans ça, ce qui fait que voilà aujourd'hui que tout le monde vient faire de la cybersécurité en Bretagne. Et aujourd'hui, la Bretagne et Rennes n'a absolument rien à envier à toutes ces boîtes qui sont à Paris. Et quand on remarque du coup, on se rend compte aussi que beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements changent littéralement de fusil d'épaule et commencent à proposer soit une petite partie, soit tout un cursus pour les étudiants pour apprendre la cybersécurité. En effet, on apprend beaucoup de choses, mais je pense que jamais ce qu'on apprendra à l'école ne viendra Oui. vraiment rivaliser avec ce que tu peux apprendre par toi-même, vraiment quand tu te casses les dents. Je pense qu'il n'y a pas vraiment meilleure école que pour ça, quoi. Ouais, ok. Alors, si on parle maintenant de ton métier, d'abord, on commence toujours par présenter le titre, parce que c'est toujours important. Alors, on a dit hacker éthique tout à l'heure. Moi, j'ai entendu aussi ingénieur en cybersécurité. Et j'ai vu aussi un autre truc qui m'a bien fait marrer sur une vidéo, c'est chasseur de primes 2.0. Ouais, écoute, il y a un peu de tout ça à la fois. Il y a aussi après d'autres titres qu'on rentrera peut-être sur d'autres missions, d'autres trucs que j'ai pu faire, mais il y a un tout petit peu de tout ça. Je pense un peu que le truc le plus générique, c'est un peu aujourd'hui de dire que tu es ingénieur en cybersécurité, parce que déjà ingénieur en cybersécurité, ça va venir englober beaucoup de choses. Et peut-être précision de taille, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, on parle énormément de cybersécurité, mais dans la cybersécurité, c'est pas loin de 20 métiers. 20 métiers aussi bien techniques, fonctionnels, du juridique aussi, de l'assurance aussi. Mais en fait, quand on parle de cybersécurité, enfin du coup du big data aussi, vraiment aller prendre ces masses énormes d'informations, pouvoir un peu les modéliser, les remettre ensuite dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, tout ça, en fait, tout ça fait partie de la cybersécurité. Donc quand on dit cybersécurité, c'est un peu comme, voilà, je catégoriserais cela un tout petit peu comme un mot valise, quoi. Donc tu as énormément de choses dans la cybersécurité. Puis après, tu vas commencer à avoir certaines appétences, certaines velléités, voilà, plus en fait des choses que tu vas plus aimer faire que d'autres, quoi. Bon, alors justement, ça m'intéresse parce que c'était la prochaine question, c'est justement quels sont tous les métiers que tu peux faire au sein de la cybersécurité. Est-ce qu'il y a certains qui sont spécialisés, tu vois, en attaque plutôt qu'en prévention? Est-ce que c'est plutôt en gestion des risques, plutôt en sensibilisation? J'avais vu aussi effectivement toute la partie juridique, la partie coopération aussi. Et puis j'ai vu biohacker aussi, transhumanisme. Enfin, bon, j'ai vu plein de termes sur des vidéos et je me suis dit que ça semblait très très large parce que j'ai l'impression que ça couvre une réalité très 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 riche. Dans ce que j'ai vu sur par exemple le transhumanisme, c'est effectivement commencer à anticiper l'homme de demain en fait, et donc avec l'homme pucé et comment on va pouvoir ne pas se faire hacker, c'est ça, enfin, ou ne pas pouvoir détourner un cerveau humain, quoi. En gros, c'est ce que j'ai un peu compris, quoi. Et entre autres, là, tu viens un peu de mettre la main sur un de mes sujets de prédilection, vraiment en fait qui n'a rien à voir avec la cyber, mais vraiment que moi j'aime beaucoup, c'est le transhumanisme. Même si à la fois il y a de gros plus comme de gros moins, mais ça c'est un autre sujet. On va dire plus de sociétal sur lequel aussi on pourrait énormément parler. Mais quand on parle un peu aujourd'hui du transhumanisme, il y a automatiquement quelque chose qui est un peu en parallèle de ça. D'ailleurs, tu l'as aussi évoqué, c'est le bio. Du coup, c'est un peu, on va dire, le biohacking. Et le biohacking, concrètement, aujourd'hui, tu as un peu des pionniers qui sont plus au niveau de la Silicon Valley. Et ces gars-là, en fait, ils me font totalement triper parce qu'ils sont encore vraiment à un autre niveau, vraiment un next level. Et tu as concrètement des gars qui se sont volontairement amputés, entre autres, du bras gauche. Et en fait, ont mis un bras bionique qui, lui, ensuite est relié avec pas mal d'électrodes au niveau du cerveau. Tu as aussi certains qui se sont éborgnés volontairement. Et donc, en fait, on remplaçait vraiment cet œil-là par cet œil naturel, par un œil bionique, pour, un peu comme s'ils avaient une espèce de Google
Google Maps, Google un peu du coup au niveau du cerveau. Et en fait là on est concrètement vraiment dans ce tome de demain, un peu ce tome du futur. Et quand on dit vraiment l'homme de demain, du futur, c'est 2022, c'est 2023, c'est 2024. En tout cas, c'est avant la fin de la décennie. Pendant que certains sont encore en train à des niveaux, enfin je sais pas encore à 10 milieux d'imaginer ça, il y a déjà aujourd'hui d'énormes boîtes, du coup y compris les GAFAM qui financent ce genre de choses-là, parce que concrètement demain ça va un peu être entre guillemets notre futur, que ce soit positif ou comme négatif. Parfois je prends un tout petit peu un parallèle en disant que, je sais pas d'ailleurs si tu connais un peu la série qu'on a fait Black Mirror. Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais. Et t'as certains trucs en vrai dans Black Mirror qui sont pas si déconnants que ça en vrai quand tu sais réellement ce qui est fait, quand tu traînes un peu sur certains canaux. On pourrait éventuellement s'y en parler. Enfin, je traîne aujourd'hui énormément sur certains canaux Telegram. Les canaux Telegram, c'est un peu le bon pendant entre ce qu'on appelle le dark web, le deep web, même si ça aussi c'est encore une toute autre terminologie. Il y a aussi pas mal de choses et un peu l'internet normal, en fait l'internet comme toi tu le connais, je sais pas, tes enfants et puis toutes les personnes qui vont vraiment t'entourer. Et en fait c'est vraiment un très bon pendant. Et sur certains de ces canaux-là, tu as vraiment des canaux qui sont totalement ouf, qui donnent des choses assez avant-coureurs, avant-gardistes sur l'état, quoi. Alors je suis très impressionnée parce que je pensais vraiment pas que ça existait. Alors, mais vraiment pour que les gens se disent, ok, ce sujet-là m'intéresse, mais quel métier je peux y faire? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les gros paquets de métiers, de types de métiers différents que tu peux exercer dans ce milieu-là du hacking? Quand on parle un peu déjà de hacking, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu la terminologie, mais aujourd'hui, ça va énormément se baser sur l'attaque. D'ailleurs, enfin, de manière générale, hein, enfin, on sait que c'est beaucoup plus facile d'attaquer quelque chose que de la défendre. Et donc, on va commencer à parler un peu plus des métiers autour de l'attaque. On va parler de manière classique de ce qu'on appelle un peu des tests d'intrusion ou des pen tests. Et donc, ça, pour t'expliquer, le fait simple, aujourd'hui, tu as un site web, tu as une application mobile. Le but, c'est de trouver des failles, des vulnérabilités dans ce système-là, histoire par exemple de pouvoir récupérer soit ton nom, son prénom, ton identité, donc ton adresse mail, ce genre. En fait, du coup, ça, c'est une forme d'attaque. Autre forme aussi un peu d'attaque autour, du coup, toujours vraiment des métiers de la cybersécurité. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle de l'audit, on va dire beaucoup plus global. Par exemple, sur un système d'information, savoir que quand tu vas prendre un nouveau serveur, il va pas falloir que tu mettes des choses de base, comme par exemple pour te connecter à ton site web ou à ton serveur en SSH, admin, en fait, ce genre de choses-là. Puis après, tu vas avoir des choses qui vont être un peu plus haut niveau, un peu plus techniques, où là, on va commencer à rentrer, ça va vraiment demander un certain niveau à la fois et de qualification et de technicité aussi. C'est tout ce qui va être autour un peu du red teaming. Enfin, le red teaming, c'est un peu les pentests, mais new generation, avec quand même, on va dire, où tous les coups sont permis. Et donc là, pour te donner un exemple très simple, c'est un peu comme si on devait jouer au jeu du chat et de la souris. Donc on a une forteresse, donc la souris à l'intérieur, et donc voilà vraiment que le chat puisse trouver tous les moyens pour attraper la souris, mais aussi il faut vraiment aussi que la souris puisse s'immiscer voilà, dans tout le château, tout le donjon, sans que jamais le chat puisse mettre la main là-dessus. Et bien en fait, en cybersécurité, t'as pareil, aujourd'hui, t'as des gars comme moi ou d'autres personnes qui font ce que je fais, et leur but, en fait, ils vont être mandatés la plupart du temps par soit au niveau du COMEX ou du CODIR en disant, on sait que nous, on est une entreprise assez critique, on a mis en place pas mal de systèmes de défense, pas mal en fait de processus aussi. On a en fait vraiment des personnes qui vont surveiller notre réseau 24 heures sur 24. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment pour nous attaquer? Et donc là, le but, ça va vraiment être de se mettre dans la peau d'un attaquant, mais vraiment, et ce qui est intéressant là, c'est que, en plus, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce type d'exercice-là, parce que tous les coups sont permis. Quand je dis tous les coups sont permis, mais vraiment, les coups les plus sales sont permis. Par exemple, appeler directement la secrétaire, se faire passer en disant, bon, voilà, il y a 3 collègues qui vont arriver directement parce qu'il y a une fuite soit au niveau du data center ou soit juste une imprimante à devoir changer les cartouches. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu débranches juste la prise réseau et puis du coup tu la pièges en mettant un petit onglet, enfin un petit dongle qui lui ensuite va recorder pas mal de choses. Pareil aussi, tu peux te rendre aussi dans le bureau aussi, soit de l'administrateur ou soit directement du PDG, juste en fait au niveau un peu de sa prise HDMI d'ailleurs. C'est un petit tips comme ça, surtout dans les boîtes, enfin dans les entreprises, vérifiez toujours que derrière votre ordinateur, en tout cas votre prise HDMI, il n'y a pas une autre prise qui est comment dire connectée, parce qu'aujourd'hui il y a des équipements qui permettent, une fois que l'on branche ce type de petit objet là, tout ce que tu vas en fait voir sur ton écran, l'attaquant aussi, enfin du coup va le voir quoi.
avec, on va dire, un petit délai de 30 secondes et autres, mais il va voir absolument tout et récupérer ça en temps réel. Déjà, ce que j'apprends, c'est que du coup, dans ton activité, c'est pas que tu es derrière dans ton hangar caché, en train de faire tes attaques, c'est que tu as aussi des actions physiques. Tu te marres, parce que du coup, c'est vrai qu'on a tous une image, tu vois, je vois tout à fait enfin bref, on a tous les films en tête, et donc là, ce que je comprends, c'est que presque t'es espion, quoi. C'est-à-dire que tu dois monter des combines où tu dois t'introduire physiquement dans des entreprises, quoi. Alors du Ouais, coup, c'est clairement ça, ouais. donc on est quand même vachement dans la prévention du coup, parce que le but, j'imagine, c'est de pouvoir relever des failles. Une fois que tu as relevé des failles, est-ce que ton métier aussi, c'est de mettre en place des systèmes de sécurité, de rédiger des protocoles, voire même d'aller jusqu'à développer la solution, tu vois? Yes, Ouais, et ok. c'est là où on va vraiment rentrer du coup dans la seconde phase un peu aujourd'hui de la cybersécurité, qui à mon sens est la plus importante, mais aussi qui va demander peut-être beaucoup plus d'années d'expérience, parce que pour mettre en place un système un peu de protection, de défense, différentes procédures pour venir un peu contrecarrer, on va dire, du coup, c'est quelques exemples qu'on a pu donner là qui montrent comment attaquer. Il faut déjà vraiment déjà comprendre réellement comment fonctionnent les attaquants, comment fonctionnent réellement les cyberattaques, toutes les petites ruses, pour mettre en place des systèmes qui soient assez résilients, assez robustes pour faire face à ça. Et donc là, on va rentrer vraiment dans les choses autour typiquement un peu du coup de la remédiation, comprendre quand un système s'est fait hacker, s'est fait attaquer, comment retrouver rapidement comment l'attaquant a fait pour rentrer. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur, comment reconstruire un système, mais un système qui soit sain et propre. Et donc ça, du coup, il y a différentes aujourd'hui techniques, dont l'ANSSI en France, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui fait un boulot juste monstrueux, qui publie assez régulièrement pas mal de choses, pas mal aussi vraiment qui va donner des pistes concrètes, que ce soit pour une PME, pour une TPE, et parfois même en fait pour de grandes entreprises qui n'ont pas toujours les bons réflexes, même avec les meilleurs ingénieurs qu'ils puissent avoir ici en France ou en Europe, vraiment en fait leur donner aussi d'autres billes pour venir à ça. Il y a aussi d'autres métiers dans la cybersécurité où le but ça va vraiment être d'organiser ce qu'on appelle des exercices de gestion de crise. La gestion de crise, on la connaît énormément dans d'autres métiers, mais aussi dans la cybersécurité, ça existe. Et la gestion de crise, c'est vraiment pour te donner un peu les billes concrètes pour que demain, lorsque tu te feras attaquer ou lorsque tu vas avoir un incendie, que tu puisses pas du tout paniquer. Concrètement, d'ailleurs, si je vais prendre une petite métaphore, je prends vraiment la métaphore de ce fameux exercice de gestion de crise, voilà, où on simule un tout petit peu un incendie. On sait qu'on va devoir avoir un peu, du coup, le serre-fil, du coup, pareil aussi la personne tout devant, vraiment s'assurer qu'il y a absolument personne dans les bureaux, vraiment qu'on ne prenne pas du tout l'ascenseur. Tout ce genre de choses-là, savoir un peu quel est un peu le point focal où tout le monde va se rassembler. Une fois que tout le monde s'est rassemblé là, les premières personnes que l'on va appeler sur site, mais aussi la caserne de pompiers, l'arrivée d'eau, tout ça, pareil aussi en cybersécurité, il faut que tu puisses. Une des premières tâches, ça va être de cloisonner les informations pour que se dire que s'il y a un intrus, il aille pas partout, quoi. C'est ça. Et puis de voir assez vite l'ampleur des dégâts. Ouais, et ça, t'as un petit principe que j'aime beaucoup qui s'appelle un peu la défense en profondeur ou la fameuse ceinture bretelle. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi un tout petit peu comprendre, c'est que il y a aucun système, même en fait le meilleur des systèmes, que ce soit un peu celui du Pentagone, celui un peu de l'Élysée, en fait, il y a aucun système qui est infaillible. Mais on peut se dire, ok, je sais que je ne suis pas infaillible, mais qu'est-ce que je vais faire si un attaquant venait à s'immiscer dans mon réseau? Écoute, ok, il va rentrer dans le réseau, mais il ne pourra compromettre que 1% que sur les 100%. Vraiment, donc ce fameux principe de ceinture et bretelle ou défense en profondeur pour le terme technique et exact. Ok. Et alors, est-ce que ces métiers de la cybersécurité travaillent dans tous les secteurs? Est-ce que c'est aussi bien, je ne sais pas, pour des particuliers que pour des entreprises, pour des gouvernements? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans les entreprises où vous êtes plus présent que d'autres? Enfin, tu vois, est-ce que... Je pense que tu viens, sans t'en rendre compte, de répondre à ta propre question. Aujourd'hui, je pense que la cybersécurité, on ne peut absolument pas s'en passer. C'est vraiment quelque chose de très, très, très transversal du moment où tu vas avoir une connexion Internet, un site web, commencer à récupérer de l'information, avoir soit un site qui soit passant, tu vas générer un peu en fait, concrètement, du coup, de la thune. Ça va forcément attirer l'attention. Et donc, qui dit attirer l'attention, voilà, des personnes malveillantes qui voudront soit s'immiscer dans ton réseau, récupérer les informations, juste en fait te faire chier, quoi, parce que du coup tu fais de la thune et que ça en fait ils veulent pas le faire, quoi. Et donc ouais, ce qui fait qu'il y a vraiment présent à toutes les sphères. Forcément il y a les sphères où ça va être beaucoup plus présent que d'autres, enfin, vraiment toutes les sphères assez critiques, typiquement ici en France dans ce qu'on va appeler les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale. Il faut savoir qu'en France il y en a à peu près un peu plus de 200 sur ces listes de 200 là.
Heureusement, il y a à peu près 180 ou un peu moins qui est totalement privé parce que on n'a pas du tout besoin de savoir que ce sont des OIV parce que elles seraient un peu plus la cible et un peu plus promptes à être attaquées. Mais hélas, il y en a du coup certaines qui ont déjà subi des cyberattaques et on sait voilà que ce sont vraiment des opérateurs d'importance vitale. Et en fait, on va surtout parler d'opérateurs d'importance vitale lorsque les intérêts de ces entreprises-là vont directement être reliés à ceux de l'État français, donc soit financièrement ou soit stratégiquement. Et donc, si ces entreprises-là venaient à être impactées, hackées, ça rebondirait un tout petit peu sur du coup sur les intérêts de l'État français, quoi. Ok. Est-ce que toi, on peut essayer pour que les gens se rendent compte très concrètement de ce que ça signifie comme métier. Est-ce que tu pourrais, on prend une des missions que tu as dû gérer et essayer de la décortiquer étape par étape pour que les gens comprennent à quel moment tu es intervenu, quel a été ton rôle et jusqu'où tu es allé, en fait. On peut en prendre deux, une européenne, où je tairai un peu le nom de cette institution européenne, et une autre en France, en plus sur deux types de missions totalement différentes. Voilà, juste pour donner un panel de tout ce de tout ce qu'on peut faire. On va commencer par. Tu veux qu'on commence par laquelle? La France, parce que je suis un petit peu chauvine. Ok, on va commencer du coup pour la France. Et donc là, c'était pour une entreprise du secteur financier, où là, c'était vraiment une mission longue qui s'étalait sur 4 semaines, qui était vraiment du coup entrecoupée. Et le but, c'est qu'il y avait à chaque fois un périmètre bien spécifique à attaquer. Et ce qu'il faut un peu savoir sur ça, c'est que sur cette mission-là, donc il y avait déjà en fait, c'est une entreprise qui est quand même très 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 mature, avec quand même pas mal de personnes déjà qui sont à l'intérieur, qui avaient fait déjà pas mal de tests. Et le but, voilà, c'était un peu de venir tester, est-ce que réellement ils étaient aussi robustes que ça. Et donc sur les 3 premiers lots, ça se passe plutôt bien, on trouve pas de grosses choses. Et sur le quatrième lot, vraiment en fait un truc totalement de base. Donc là, on était vraiment dans les locaux du coup du client au siège. Et là, à un moment donné, je teste un truc qui est totalement, en fait, totalement con, je dirais, mais non, pas du tout. Peut-être un peu un petit jeu d'enfant, c'est que vu que j'avais mon ordinateur personnel, mais qu'on avait aussi un ordinateur qui nous était donné directement par l'entreprise pour faire aussi d'autres tests, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si j'intervertis un tout petit peu les cartes d'identité, en tout cas les numéros. Donc j'ai pris pour faire simple un peu ce qu'on appelle la MAC. Donc la MAC, c'est pour t'expliquer, c'est un peu le numéro d'identifiant unique de ton ordinateur. En fait, aujourd'hui, du coup, toi, t'es connu sur un nom prénom, en fait, mais ça, pour le coup, on s'en fout parce que t'as énormément ce qu'on appelle dans le monde aussi des homonymes. Par contre, t'as un numéro qui lui est unique, donc voilà. Donc c'est un peu pareil aussi sur les ordinateurs. Donc j'ai pris le numéro qui était sur l'ordinateur que vous avez donné donc l'entreprise, et donc j'ai fait un transfert sur mon PC, sachant quand même que sur mon PC, il y avait du coup déjà tous mes outils d'attaque et surtout, je passais en deçà des radars de contrôle. Et finalement, je suis parvenu à me connecter avec mon ordinateur personnel sur le système quand même assez critique, alors que ça, du coup, c'est vraiment le truc qu'ils avaient apparemment vu, mais du coup, je suis passé totalement. Et voilà. Et donc là, en 30 minutes, c'était vraiment game over parce que une fois que j'avais mon PC là-dessus, donc c'est-à-dire que j'avais plus d'antivirus, donc je pouvais télécharger tout ce que je voulais directement à l'intérieur, puis lancer tout. Ouais, et donc là, forcément, ça fait directement sonnette rouge, cellule de crise. Ah oui, en effet, ça c'est énorme, et du coup, ça a été corrigé dans les 24 heures. Et en fait, là, cette mission-là, elle était assez intéressante parce que avant qu'on arrive, il y avait quand même eu énormément de travail qui avait été fait, vraiment ce qu'on appelle aussi des contre-audits, vraiment pour s'assurer quand même que le niveau de sécurité, il était minimum à 90%. Et voilà, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait toujours et encore des choses à faire, quoi. Et la plupart du temps, en fait, c'est les choses les plus saugrenues, les plus folles. Enfin, après aussi, tout vraiment dépend de ton imagination. C'est là où tu vas trouver vraiment les trucs les plus folles, quoi. Voilà, ça soulève plein de trucs parce qu'en fait, bon, alors déjà, j'avais vu plusieurs vidéos où t'expliquais qu'en fait, une partie de votre métier, c'est de justement apprendre à penser différemment pour voir les choses pour voir les choses autrement et c'est comme ça qu'on détourne un système. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, les boîtes, j'imagine qu'elles ont encore plus besoin d'avoir des gens externes parce qu'une fois que toi, tu as conçu le système, c'est hyper dur d'avoir un regard critique. Mais quand tu bosses, toi, quand tu arrives et que tu pètes le système, qu'ils ont bossé pendant des années en une demi-heure, ils te détestent. La DSI, elle te déteste, non? Enfin, Ouais, et je t'avoue que parfois, quand certains voient que c'est moi qui vais venir soit tester le système, tu vois, ils sont pas très 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 contents sur le coup, quoi. Mais ce que j'essaie vraiment de dire et d'inculquer à chaque fois, c'est qu'il faut vraiment le voir comme une espèce d'amélioration continue et pas du tout un peu comme
le couperet qui va tomber en mode du coup t'as pas bien fait ton boulot et autres. Non, non, faut vraiment le voir comme, au contraire comme Une une aide. autre vision, voilà, en fait, un autre paradigme, en fait, quelque chose encore, et surtout pour toi un peu l'occasion de t'améliorer, de voir autrement, quoi. Ouais, ouais. Et alors, ça soulève aussi un autre point, c'est qu'une fois que t'es rentré dans leur système, bon, alors déjà, tu as accès, du coup, potentiellement à énormément de données à ce moment-là. Comment les boîtes, elles arrivent à te cloisonner toi-même? Parce qu'en fait, elles font venir quelqu'un d'extérieur à qui elle leur dit open bar, tu peux péter le système et tu peux rentrer dedans. À quel moment et comment elles font elles-mêmes par feu, ou comment elles te font confiance, inversement, enfin tu vois, c'est... Et toi, autre question, personnellement, à quel moment tu dis oula, je vais pas plus loin, je pourrais mais je ne vais pas plus loin? Très, très, très bonne question. La première, pour répondre de la manière la plus simple, d'ailleurs, on va venir vraiment intervenir cette fameuse éthique-là que j'essaie de défendre contre vents et marées. Déjà, quand on est sur ce type de mission-là, c'est qu'on a déjà montré et patte blanche. On a aussi signé ce qu'on appelle des NDA pour que l'entreprise se protège, mais que moi aussi ou Mega, en fait, on soit aussi totalement protégé. Mais surtout aussi, quand tu es sur ce type de mission-là, limite, tu ferais beaucoup mieux concrètement d'aller vendre en fait tes services au plus offrant ou en fait de le faire vraiment de manière totalement illégale, récupérer beaucoup plus de thunes. Et ce qui fait que vraiment en fait quand tu es sur ça, il y a vraiment à la fois déjà ce climat de confiance là qui est là. Et tu sais que même en effet si tu as accès à des informations qui sont très 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 sensibles, t'en feras que dalle quoi. Surtout pour être intervenu sur des systèmes quand même concrètement des systèmes qui étaient du coup qui sont classifiés. J'ai eu accès à des informations auquel j'aurais pas dû avoir accès, en tout cas pas avec mon niveau d'habilitation que j'avais à l'époque, et pourtant j'en ai absolument rien fait quoi. Et l'autre chose aussi que tu posais comme question, c'est quand savoir où moi aussi un tout petit peu m'arrêter pour ne pas non plus peut-être faire beaucoup plus que je ne devrais faire. Il y a toujours ce qu'on appelle un peu le fameux PUC, en fait la fameuse preuve d'intrusion, vraiment de compromission quoi. Je sais qu'en effet que quand je vais commencer juste à montrer un petit bout, en fait c'est comme si tu devais prendre une phrase. Si tu commences à donner juste, par exemple, la première lettre ou le premier mot, tu sais qu'en effet, derrière, tu vas tout avoir, quoi. Donc, en fait, voilà. Juste ça, en effet, ça suffit de montrer, ah oui, en effet, une fois que tu as ça, t'es sûr et certain d'avoir tout, quoi. Ouais, d'accord, ok. Oui, t'as déjà donné la preuve et du coup, t'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin, quoi. Voilà, exactement, quoi. Et il y a aussi toujours ça aussi, surtout aussi que il y a aussi une méthodologie que je mets en place, surtout quand je commence à travailler sur ce type de système-là. Je dis que qu'on va trouver surtout des choses qui sont vraiment très 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 sensibles, automatiquement on va venir alerter du coup notre acquis de droit en disant bon attention là on a trouvé quelque chose. Après ça va aussi être plus en fait à ces personnes-là qui sont plus les décideurs en mode est-ce que tu veux qu'on aille quand même beaucoup plus loin ou juste ça te suffit pour te montrer en effet que là on pourrait faire plus quoi. Et dans la plupart du temps, dans 90% des cas en fait, la plupart du temps en fait ils nous demandent du coup de nous arrêter juste là. Et j'ai seulement eu 3 fois le cas, on nous a quand même demandé d'aller au bout du bout du bout et vraiment en fait de compromettre tout le système quoi. Mais voilà, mais dans la plupart du temps voilà, il y a toujours vraiment ce moment-là où on s'arrête, où on ne va pas beaucoup plus loin quoi. Ok, ok. Alors, du coup, tu nous parlais d'une deuxième mission qui était européenne cette fois-ci. Ouais, et c'est la deuxième mission, et je pense que c'est là j'ai énormément appris de celle-là, mais ça a aussi été ma mission la plus compliquée, la plus relou, dans le sens où, vu que c'était en fait derrière, il y a eu un truc qui a été intenté devant la Cour de justice européenne. Donc, c'est-à-dire que toutes les commandes qu'on lançait sur le système, il y avait en fait une personne qui était là, donc il fallait un peu consigner la commande, l'heure à laquelle on l'avait lancée, surtout ce qu'on avait fait. Donc, sans trop rentrer dans les détails, en fait, là, il s'agissait vraiment d'une grosse cyberattaque, donc un truc qui s'était fait compromettre. Et donc, fallait un peu jouer cette fois-ci un peu à l'analyste légal, enfin vraiment comprendre, un peu venir disséquer, savoir quelle était un peu la cause entre guillemets de la mort, si je devais prendre encore un autre petit parallèle pour expliquer ça, ou encore pareil aussi pour un incendie. Tiens, je vais plutôt prendre la métaphore de l'incendie et de Notre-Dame de Paris. Lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé ici, tout le monde a vu un peu le métier assez primordial des pompiers qui sont arrivés directement sur place, qui ont commencé déjà à éteindre le feu, mais pas n'importe comment, qui ont vraiment vu en tout cas essayer vraiment de comprendre comment il fallait l'éteindre de la manière la plus intelligente et intelligible possible. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont commencé un peu à sécuriser tout le bâtiment, s'assurer aussi qu'il n'y avait pas d'autres petits brasiers qui pouvaient reprendre soit sous l'action du vent ou pas mal de choses. Et bien là aussi sur ce type de mission-là, le but c'était vraiment de comprendre déjà
s'assurer que les attaquants ou l'attaquant n'étaient plus du tout dans le réseau. Une fois qu'on a fait ça, donc déjà comprendre comment ils ont fait pour rentrer à l'intérieur, histoire de pouvoir ensuite venir un peu corriger ça. Mais surtout, du coup, en fait, le plus important, c'était de savoir est-ce que les informations qu'ils ont piquées, enfin, déjà quels étaient le type d'informations qu'ils ont piquées, parce que ça, en fait, ça entraînait énormément, et histoire de savoir est-ce que en fait, du coup, c'est un peu chaud d'en dire sans trop en dire, parce qu'en fait, derrière, il y avait du coup en fait des informations qui étaient soit actuellement, qui étaient très 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 privilégiées, en cours d'utilisation sur à la fois d'autres pays en Europe, et en fait, savoir est-ce qu'il fallait automatiquement stopper tout ça, repasser sur un autre programme. Donc en fait, c'était très très intéressant, mais à la fois aussi très stressant, parce que pour le coup, dans la salle de crise dans laquelle on n'était pas loin de 20 personnes. Du coup, en fait, c'était une énorme salle, et du coup, il y avait aussi vraiment des représentants de l'ordre. Du coup, il y avait des gars du coup très techniques qui étaient là. Et donc chacun avait vraiment un travail très 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 minutieux, quoi. Et du coup, sur cette mission-là, j'ai énormément appris, quoi. Mais ça, c'est intéressant parce que là, tu étais plus en mode pompier. Du coup, tu es moins dans la prévention, tu es en mode pompier. Le problème est arrivé, est survenu. Et donc, c'est vraiment gestion de crise. Ça, c'est super intéressant, quoi. Ok. Concrètement, ouais. Est-ce qu'une de tes missions, dans ces cas-là, ça peut être de déterminer une signature, enfin, essayer de remonter la source? Est-ce que on peut connaître une nature, voire même, je sais pas, te dire que ça vient plutôt de tel ou tel endroit, en fonction de la façon, le langage utilisé ou je ne sais quoi? Ouais, écoute, ça va vraiment dépendre du temps de l'investigation, et aussi de la donnée aussi, enfin, on va dire aussi un peu du coup du caractère de la cyberattaque. Aujourd'hui, on sait concrètement que pour certaines cyberattaques, il va y avoir totalement une signature, comme tu dis, hein. En fait, une heuristique, ça va vraiment être la marque de tel ou tel autre groupe qui va être de tel ou tel autre pays, alors que d'autres fois, ça va être quelque chose de très très nouveau. Et dans ces cas-là, il va du coup falloir aussi que les différentes agences européennes et nationales travaillent, collaborent entre elles, enfin fassent ce qu'on appelle un peu de l'échange d'informations, pour qu'elles puissent éventuellement, si d'autres entreprises dans ce pays-là sont éventuellement victimes de ça, qu'on puisse automatiquement dire ah attention, il y a 2-3 mois de ça, on a vu exactement le même type d'attaque dans telle structure, dans telle entreprise ou dans tel autre gouvernement. Voilà un peu comment ça s'est fait. Et donc ça va surtout permettre ce qu'on appelle aux analystes, vraiment aux personnes qui vont être là pour faire vraiment, entre guillemets, un peu les cyberpompiers vraiment de la première heure, de pouvoir aller très rapidement vraiment d'investiguer, très rapidement de ressortir rapidement ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, et ensuite petit à petit venir enrichir tout cela jusqu'à venir déterminer un mode opératoire concret, précis, et surtout faire de la remédiation, quoi. Et à terme éventuellement aller intenter soit une procédure en justice, ou soit aller concrètement en fait demander aux autorités compétentes de venir couper un peu les serveurs qui vont servir soit ce qu'on appelle un peu les fameux CNC, donc Command and Control, qui vont un peu prendre la main à distance, envoyer ce genre de choses, quoi. Genre les fermes c'est ça Un tout petit peu, ouais. Ok. Et donc là, cette solidarité, en fait, c'est un peu l'Interpol, mais de la cybersécurité, quoi. C'est-à-dire qu'on mélange, en fait, un peu les informations de chacun des pays pour pouvoir aller plus vite dans la gestion de crise, quoi. Exactement, oui. Ok. Quand, une fois que tu as détecté ce problème-là, etc., est-ce que donc vous pouvez être amené aussi à corriger vous-même le problème, ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté des entreprises de pouvoir ne pas confier aux mêmes personnes tout ce travail-là, un peu comme, tu sais, les architectes des pyramides, ils n'avaient pas le plan en entier, quoi, pour pas qu'il y ait une personne qui maîtrise l'intégralité de la structure et de l'architecture. Est-ce que les entreprises volontairement cloisonnent les boulots? Et c'est pas très vrai. Et d'ailleurs, pour répondre à ça, qui est quand même aujourd'hui aussi une vraie question, je reste assez convaincu que parfois, parce que tu sais vraiment comment fonctionnent vraiment les cyberattaques, comment surtout qu'est-ce qui va être le plus important dans ta structure et autres, c'est quand même très intéressant d'avoir certes d'autres personnes qui sont aussi vraiment spécialisées dans ça, qui savent remonter un système d'information propre avec les bonnes pratiques un tout petit peu du moment, ce qu'on appelle un peu les règles de l'état de l'art, et entre autres qu'on va parler un peu de cyberattaque, de remédiation et de reconstruction. Il y a un des trucs aujourd'hui qui fait absolument l'unanimité, c'est un peu de faire un peu du tiering model, donc du tiers 0, tiers 1, tiers 2, mais bon, ça c'est très technique, on s'en fout un tout petit peu. Mais en fait, du coup, ça, pour le faire, il faut aussi un peu que tu puisses aussi avoir des gars qui savent réellement qu'aujourd'hui, si moi je veux venir attaquer ton entreprise, je sais exactement par quel chemin je vais passer, parce que je sais par quel chemin je vais passer, donc il va falloir aussi les avoir dans ton équipe de reconstruction pour qu'ils puissent aussi tester tout du long. Et en fait, vraiment, la reconstruction, c'est un métier à part entière encore vraiment dans la cybersécurité, et donc il va nécessiter
énormément de recul, énormément aussi de compétences pour savoir comment mettre en place un bon système d'information, quoi. Ok, ok. Et toi, tu dirais que t'es sur quel côté là? J'ai l'impression que de ce que tu nous décris, t'es plutôt sur la partie un peu prévention en amont que la partie reconstruction, d'après ce que je comprends de tes missions là que tu nous as décrit. Et ça, en fait, ça va vraiment dépendre de plus en plus. Ce qui est drôle, c'est que au tout début de ma carrière, tu vois, je faisais des choses aujourd'hui que je ne fais absolument plus, quoi. En tout cas, que je n'ai plus du tout envie de faire parce que forcément aussi j'évolue, je gagne aussi en maturité, en technicité, mais je vois aussi énormément d'autres choses que je ne voyais pas il y a encore, je sais pas, 5 ans, 6 ans de ça, quoi. Et donc forcément, ça évolue, mais aujourd'hui, je suis quand même plus sur une posture à la fois préventif et à la fois curatif, quoi. Donc ça veut dire, ok, bon tu t'es fait totalement pirater, c'est vraiment la merde et haute, tu sais plus du tout comment faire. Ok, on arrive, on essaie déjà de te rassurer, de récupérer ce qu'on peut faire, et puis après surtout de penser déjà à l'après. Et l'après c'est la reconstruction, l'après c'est aussi la formation et la sensibilisation, et ça aussi c'est un autre métier dans la cybersécurité qui a absolument, et je suis totalement convaincu, mais absolument, absolument toute sa part, en fait, une part entière, quoi. C'est de vraiment d'avoir en continuité de pouvoir éveiller, sensibiliser les collaborateurs, parce que t'as beau avoir les meilleurs systèmes, si t'es pas du tout, comment dire, sensibilisé à ça, par exemple, tiens, je vais te donner un exemple totalement con sur une des dernières missions qu'on a fait il y a quelques temps, pour avoir un premier pied dans l'entreprise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé une secrétaire. J'aime énormément les secrétaires, parce que les secrétaires, c'est vraiment le lien direct entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise. Et chemin faisant, vu que ces personnes-là ne sont pas forcément très, très amènes sur la cyber et autres, et surtout aussi, voilà, qu'ils en disent un peu trop sur elle. D'ailleurs, on pourra rediscuter aussi vraiment de cette fameuse identité numérique. Pourquoi tout début tu disais, voilà, je sais pas, Clément, Delphine, Martin, ou Sax, on peut en reparler. Et du coup, en fait, on avait plutôt ciblé la secrétaire là, on s'était rendu compte qu'elle aimait assez bien un domaine. Et finalement, en fait, on est passé par ça pour avoir un pied dans l'entreprise. Donc, on a construit un mail mais vraiment sur mesure qui lui donnait en fait vraiment l'impression que c'était mais totalement réel. Et en plus, rien à voir avec le boulot, mais vraiment en fait avec une passion, tu vois, qu'elle était en fait vraiment qu'elle kiffait, quoi. Et elle s'est pas du tout méfiée. Et puis, c'est comme ça qu'on est rentré à l'intérieur, quoi. Et donc, la sensibilisation, encore, encore et encore. Et surtout quand c'est hyper bien fait, tu planches totalement les pieds, du coup, les deux pieds joints à l'intérieur, quoi. Ça m'étonne pas du tout. Moi, je pense que j'ai dû me faire avoir 15 milliards de fois. Alors moi, j'ai plein de petites questions déjà. Contre qui vous luttez, en fait? C'est qui les méchants en face? Il y a des natures de méchants différents? Très 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 clairement aujourd'hui, pour faire de la thune, en fait, faut vraiment être un cybercriminel. D'ailleurs, je me pose assez souvent la question pourquoi je suis pas cybercriminel, quoi. Non, je déconne. Non mais je déconne. Non mais attention, je déconne parce que parfois je troll beaucoup et parfois en fait les gens pensent que je suis sérieux. Mais en fait, je suis un gros troller. Non, je déconne. Mais très clairement aujourd'hui, vraiment le domaine de la cybercriminalité, mais ça pèse des milliards, quoi. Et aujourd'hui, tout simplement le fait de pouvoir créé ransomware. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as des groupes de hackers, mais qui sont pas du tout eux éthiques. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont créer des logiciels en fait vraiment des virus, du coup des ransomware, pour prendre vraiment le terme exact. Et ils vont surtout offrir un service. Donc aujourd'hui, si toi aujourd'hui, tu vois, t'as envie, je sais pas, de lancer un ransomware dans ta ville ou du coup à tes différents autres personnes en fait, du coup dans ta famille, et puis après un peu leur faire chanter en disant je te rends toutes tes photos un peu de vacances ou vraiment du coup toutes tes photos vraiment de famille moyennant 500 € ou 1000 €. Ça tu peux le faire. Du coup, tu as des sites qui sont plus ou moins accessibles facilement. Tu vas là-bas, en fait, c'est comme si tu faisais vraiment ta liste de courses, hein, et à la fin, tu as un joli petit service, vraiment ce qu'on appelle clé en main. Il suffit juste ensuite que tu lances ça, voilà un peu ce qu'on appelle le fameux scam, un peu le fameux Oui, harpon. tu pêches à la ligne, quoi. C'est exactement ça. Tu pêches à la ligne, tu vois combien remonte, et puis après tu le fais, quoi. Et aujourd'hui, du coup, vraiment, la cybercriminalité, c'est beaucoup. Puis après, il y a les autres types, un tout petit peu, on va dire, d'attaquants qui ont ce qu'on va appeler plutôt les activistes avec un H devant, qui eux, voilà, c'est pas forcément l'appât du gain qui va primer, mais plus les idées concrètement. Si on prend un peu l'exemple, je pense un peu du groupe le plus connu que tu as forcément dû entendre parler, c'est Anonymous. Anonymous, ils font beaucoup, on va dire beaucoup d'actions. Après, voilà, après pour le coup, chacun se fera son idée. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais une des dernières une des grosses actions en date, c'était vraiment lors de l'affaire George Floyd aux États-Unis,
où ils ont vraiment menacé de divulguer, et même d'ailleurs ils ont même commencé à divulguer en fait une partie des informations très personnelles du coup de tous les policiers qui étaient vraiment en fait à proximité du coup de ce commissariat quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, chacun s'ouvrira un tout petit peu. Du coup, c'est son idée. Enfin, moi, j'ai ma propre idée, voilà. Du coup, t'as ça. Ils ont aussi fait après aussi énormément d'autres actions, tu vois. Mais eux, c'est plus en fait ce qu'on appelle des activistes par rapport à ça. Pareillement après, un truc aussi qui est beaucoup plus proche de nous, mais que t'as absolument pas suivi, mais en tout cas, mais que moi j'ai suivi parce que du coup, ça m'intéressait à bien des égards. Il y a eu aussi un mouvement un peu de protestation qui a commencé à se faire là entre février et mars au Sénégal. Je trouve quand même que le Sénégal, c'est un des pays les plus stables politiquement. Les Anonymous aussi, en fait, ont voulu aussi un tout petit peu s'immiscer parce que du coup, il y avait un peu une forme de répression du gouvernement sur la population, Internet qui commençait à être coupé. Automatiquement, tu vois, ils ont un peu du coup bondé aussi la carte de la menace sur 2-3 choses. Quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est plus aussi les activistes. Et puis après, t'as forcément ce qu'on appelle, enfin en tout cas ce que moi je qualifie de cyber-opportunistes. Ils vont pas te cibler directement, ils vont pas cibler directement une entreprise, mais ils vont juste avoir 2-3 petites compétences et en fonction de ça, ils vont pouvoir commencer à faire de l'argent. Quoi. Donc aujourd'hui, tu as différents types d'acteurs, de cyber-acteurs malveillants qui n'ont pas tous en fait les mêmes velléités, mais qui sont tous aussi nuisibles les uns que les autres. Quoi. Quand tu commences un peu à additionner tout cela. Alors voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas qu'effectivement, on poursuit l'interview la semaine prochaine, notamment sur les parties un peu plus personnelles de la vie de Clément, de l'impact qu'a son métier sur des aspects plus personnels. Et puis, on aura donc les petites questions de Ange en plus, qui est adolescent et qui tient un podcast. Surtout, si vous voulez être sûr de ne pas manquer cette deuxième partie de l'interview, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. C'est la meilleure manière de recevoir l'alerte de la deuxième partie qui sera donc diffusée dimanche prochain. Je vous souhaite une super bonne semaine. Alors si vous voulez suivre l'actualité en fait de Clément alias Sax, le plus simple en fait c'est de le suivre notamment sur LinkedIn. Il a un compte qui s'appelle Clément Domingo alias Sax et donc il y poste assez régulièrement des actualités sur son métier et plus globalement sur la cybersécurité. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!